Bonjour. Bonjour. Donc, je suis Marjorie Gage, la directrice commerciale diversification digitale, accompagnée de Laurent Laboutière, moi je suis directeur des contenus digitaux dans Démol. Dandémol. Donc là, on va vous présenter un case qui s'appelle Pas froid aux yeux, qu'on a réalisé avec Buzzman et Optique 2000. Et on vous montrera, je crois, ensuite quelques images. Du coup, oui, il faut que je... Voilà, merci. La genèse un peu du projet, c'est effectivement Buzzman, avec qui on a travaillé, qui est venu nous trouver parce que Optique 2000 en fait avait une problématique par rapport aux lentilles de contact et avait deux insights en fait qui posaient, enfin en tout cas qui constituaient de vrais freins à l'achat. Le premier, c'était la peur, qui était a priori le principal obstacle pour passer à l'acte de porteur de lunettes aux lentilles de contact. Et effectivement, la deuxième qui a été de mettre en confiance, de créer vraiment une vraie relation de confiance avec le consommateur, puisqu'il semblerait que c'était vraiment les deux principaux freins que rencontrait donc le client. Du coup, à cela, effectivement, il y avait une vraie demande de création de contenu qui pouvait répondre à toutes ces demandes et à ces problématiques. Et effectivement, comment aborder la thématique de la proximité avec les opticiens et le réseau, installer cette relation de confiance avec les consommateurs et mettre en scène également le dépassement des peurs. Et donc pour cela, et on les en remercie, ils sont venus nous trouver donc en démol, puisqu'on est, producteur de contenu télé et aujourd'hui très présent aussi sur digital pour mettre à profit et et utiliser notre expertise et notre expérience dans la création de formats et la création de contenu au service d'Optique 2000. Du coup, sur le concept et le principe, je passe la parole à Laurent. Merci. Qui va vous expliquer un peu ce qu'on a proposé. Pour rebondir sur ce que disait Marjorie à l'instant, c'est vrai que Buzzman est venu nous voir en fait au départ avec l'image qu'ils avaient de nous, de ce qu'on fait en télé, et vu qu'ils avaient une thématique de peur à aborder, ils se sont dit ce serait bien d'aller voir les gens qui font Fear Factor en fait. Ce qui était simple. Finalement, nous, on les a accompagnés dans une espèce de petit changement de direction, parce que réadapter sur le digital une licence télé, il y a aussi des contraintes, on ne peut pas faire ce qu'on veut, il faut adopter tous les codes d'écriture de l'émission. Donc nous, on a décidé de s'appuyer sur le savoir-faire à travers les équipes qui ont travaillé sur Fear Factor pour aller créer du contenu et un format original qui soit vraiment customisé pour les besoins de l'opération. Donc de fil en aiguille, on a vraiment travaillé en rebond et avec Buzzman bien sûr, mais avec le client aussi, Optique 2000 en direct. Et on est arrivé à un principe où il s'agissait de créer en fait un binôme entre un opticien et un client qui passerait une sorte de pacte où si l'opticien affrontait sa principale peur, le client s'engageait lui à affronter à ses côtés sa peur de passage aux lentilles de contact. Derrière ça, derrière ce principe, il y avait effectivement l'idée de montrer de la proximité, d'illustrer l'implantation du réseau Optique 2000, puisqu'on est allé en région voir des dizaines et des dizaines d'opticiens, de prouver aussi à travers le dispositif digital de participation des clients qu'ils avaient un opticien en région, près de chez eux, qui pouvaient donc aller discuter avec lui et engager cette relation de confiance. L'idée de mettre en scène aussi la peur de l'opticien, c'était aussi une façon de désacraliser un peu la peur du client qui peut paraître... C'était un peu l'obstacle principal du programme, qui était de se dire par rapport à une peur telle que la peur du vide, la peur de passer aux lentilles, ça peut paraître ridicule. Et donc l'idée d'illustrer, de commencer le programme par la mise en exergue de la peur de l'opticien, ça permettait derrière de pouvoir aborder la peur des lentilles de manière un peu plus fun. Donc la mécanique, c'est résumé de la façon suivante. On est allé caster des opticiens dans les régions de France. On en a ramené 10 portraits où les opticiens expliquaient leurs peurs. Donc on a eu des peurs
assez classiques finalement, la peur du vide, la peur de la vitesse, la peur des profondeurs, la peur des insectes, la peur, enfin bref, les peurs les plus répandues. Donc une fois qu'on a effectué ce casting, on est retourné une deuxième fois, ensuite tourné en région en essayant de mettre les 10 opticiens qu'on avait retenus dans des situations qui permettaient à l'internaute de ressentir cette notion de peur dans la mise en scène de ce mini-portrait. Derrière, ces 10 portraits ont été publiés. Les internautes ont été invités à s'engager auprès de l'opticien qu'ils considéraient comme étant le plus touchant dans sa peur. Il y avait aussi, bien évidemment, un caractère un peu régional d'association qui a joué. Et les 5 opticiens qui ont reçu le plus de soutien de la part des clients d'Optique 2000 qui se sentaient concernés par cette peur des lentilles sont ceux qui ont eu l'occasion d'affronter leur peur devant les caméras. Donc, je vous propose de regarder un petit résumé de l'opération. J'ai une peur panique de l'altitude. Ce que j'aime pas du tout, c'est avoir la tête sous l'eau. J'ai peur de la profondeur. Un défi que j'aimerais surmonter, c'est la peur du vide. J'ai peur des animaux, des reptiles et en particulier des serpents. J'ai une peur qui me pose vraiment problème, la claustrophobie. Si vous êtes prêts à passer aux lentilles de contact avec moi, je vous promets de surmonter ma peur des serpents avec vous. Très bien. Allez, vas-y, approche. Allez, allez, allez. Voilà, cette apposition des lentilles, comme vous venez de le voir, s'effectuait dans la foulée, en live pour de vrai, dans la foulée du défi relevé par l'opticien, dans une petite bubble qu'on a installée parfois, comme vous venez de voir, en haut des montagnes, parfois sur le tarmac, là où on avait fait faire de la voltige, parfois au bord d'une piscine, puisque pour entrer un peu plus dans le détail des défis, donc on avait une opticienne qui avait très peur des profondeurs et on l'a invité à plonger dans la piscine la plus profonde d'Europe à Bruxelles. On avait un opticien qui avait peur du vide et on l'a fait sauter à l'élastique d'un téléphérique. On en avait une autre opticienne qui avait peur de l'avion, on lui a fait faire un avion un peu spécial, c'est-à-dire de la voltige. Une opticienne qui avait peur des serpents, qu'on a fait voyager dans un immeuble, dans un ascenseur où il y avait beaucoup de serpents, bien évidemment. Et puis, il me semble que j'en ai oublié un. Non, voilà, c'est tout. Ah non, la claustrophobie, ouais. On a amené l'opticien claustro dans une grotte. Et ce qui est rigolo, c'est que cet opticien, lui, était également le CEO d'Optique 2000. Voilà. Les résultats ? Donc, suite à cette belle opération, effectivement, en termes de diffusion, l'idée, c'était de créer un site dédié. Donc, il y avait vraiment une plateforme dédiée à Optique 2000 où a été diffusé l'ensemble des épisodes. Avec ça, il y avait également une diffusion sur leur chaîne YouTube, un relais média assez conséquent aussi derrière, toute l'activation réseaux sociaux, etc. En termes de résultats, ça a été un beau succès pour eux et pour nous, puisqu'il y a eu plus de 250 000 visites sur le site dédié, quasiment 2 millions de vues au global, et surtout une augmentation des ventes de lentilles de 10%, donc qui répondait bien aux KPIs de l'annonceur et du brief de base. Donc plutôt de beaux résultats, une belle opération. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose.
Bon, je trouve que de mettre la lentille, c'est ce qui fait le plus peur. Pour moi, quand on regarde ces images, mais bon, voilà, merci. Ça doit pas être facile de faire travailler, quand les acteurs sont pas des professionnels. Non, alors ça fait partie un peu de ce qui s'est passé sur le casting. C'est-à-dire que nous, quand on a fait, je parle d'un grand tour de France, c'est qu'on est allé voir les opticiens. Nombreux étaient ceux qui étaient intéressés par l'idée de se dire ça me fera un peu de pub, clairement. À titre perso, ça me fera un peu plus de visibilité dans ma ville, etc. Mais il a fallu passer outre ça et essayer de voir un peu ceux qui avaient une vraie peur. Parce que dans l'élan, ce qui est tout à fait à leur honneur, dans l'élan et l'envie de participer, il y a des gens qui ont peut-être un peu surévalué leur peur. Et nous, il fallait vraiment qu'on le teste pour être sûr de ramener les belles images. Enfin, là, on a vu, vous avez vu ce grand gaillard qui saute du téléphérique. Je peux vous jurer qu'il avait une vraie peur. Il a fallu passer beaucoup de temps avant qu'il se décide à sauter, une fois qu'il était dans le téléphérique. L'opticienne qui était aussi dans la piscine, pour le coup, vous avez vu des images où elle était vraiment pas au mieux. Donc il fallait vraiment aller chercher, justement, pour que ça donne du sens à l'expérience, essayer de creuser à travers du cast ceux qui pourraient porter au mieux le message. Et on a la chance, nous, effectivement, chez Endemol, d'avoir un service casting qui est plutôt développé et où il y a une véritable expérience pour aller creuser derrière le discours sur la réalité des caractères, des personnages. Et donc voilà. Et sinon, vous faites partie d'Endemol Beyond. Ça fait 1 an, je crois, que ça existe, peut-être. Tout à fait. En tout cas, ça vient d'arriver en France, depuis les UK. C'est né partout en même temps. En fait, on fait partie d'Endemol Beyond. C'est un réseau mondial aujourd'hui. Effectivement, on est présent sur l'ensemble des continents. Ça fait à peu près 2 ans qu'on est présent maintenant en France. Et en gros, on est vraiment aujourd'hui, on développe notre expertise de production, mais sur le digital, à travers des opérations pour des marques, donc brand content, et également un réseau de MCN en propre, avec de multiples talents qu'on accompagne et qu'on produit sur YouTube aussi. Voilà. Et un troisième pilier qui est la déclinaison digitale aussi des TV brands, enfin de nos marques télé. Je le rappelle là parce que c'était aussi la porte d'entrée de ce case, et c'est ça qui est intéressant, c'est que entre l'expérience qu'on développe, qu'on acquiert au fil du temps sur le contenu de marque original, le fait de faire grandir les talents qu'évoquait Marjorie sur les plateformes vidéo. On parle des gens comme Le Hoop, des gens comme les French Ball, qui sont des collectifs de jeunes auteurs, comédiens, et qui ont trouvé leur public et qui continuent à grandir. Donc là, nous aussi, on gagne en expérience en travaillant avec eux, et je l'espère en leur apportant aussi un peu de choses. Et la déclinaison donc des marques télé, ça crée quand même un tout, on va dire, qui nous permet de répondre effectivement de manière très précise et j'espère sur mesure aux attentes des marques. On peut se poser 5 minutes parce que le timing le permet. Donc si vous avez des questions diverses et variées, on peut sortir aussi du cas si vous le souhaitez. On a 5 minutes, 10 minutes. Ouais. Alors j'ai pas bien pourquoi aller aussi loin, dans quel sens, pardon? Dans quel sens? Parce que pour moi, avoir une paire de lentilles, c'est une chose, mais avoir une phobie des insectes ou autre chose, c'est quelque chose de totalement différent. L'idée là, c'était vraiment de montrer en fait qu'on a tous une peur. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas suffisamment bien expliqué. On a tous une peur qui nous empêche de vivre, si j'ose dire, aussi bien qu'on le pourrait. C'est-à-dire que tous les opticiens là qu'on a vus, on ne sait pas dans le film, on ne va pas faire du service après-vente, mais tous ont eu vraiment le bénéfice d'avoir surmonté leur peur après l'expérience qu'ils ont vécue. Et tous nous ont expliqué que derrière, ils pouvaient profiter de moments ou d'initiatives qu'ils ne pouvaient pas faire tant qu'ils nourrissaient cette peur.
La dame que vous voyez qui a peur des profondeurs, qu'on voit dans la piscine, c'est quelqu'un, pour elle, c'était son frère, et enfin, c'était probablement lié d'ailleurs, son frère était moniteur de plongée. Et elle n'avait jamais accepté de mettre la tête sous l'eau. Et derrière, elle est revenue vers nous en disant merci, parce que voilà, quoi, je ne vis plus pareil. L'homme que vous voyez sauter du téléphérique, de la même manière, il nous expliquait que c'était un obstacle pour, dans ses loisirs, simplement, la peur du vide. Et derrière ça, montrer la grandeur de ses peurs et l'emprise, l'impact que ça peut avoir sur la vie, et le mettre en relation avec la peur des lentilles, qui effectivement est moins importante et moins impressionnante, c'était aussi l'idée de montrer qu'une fois qu'on a passé sa peur, derrière, on vit mieux. Et que pour les porteurs de lentilles, ce serait la même chose. Ils auraient un confort de vie qui serait gagné. C'est en sous-texte, quoi. On n'a pas... Parce qu'encore une fois, selon l'annonceur, selon Optique 2000, ça fait vraiment partie des principaux freins, parce qu'il y a énormément de porteurs de lunettes qui veulent porter des lentilles, mais qui ont peur, en fait. Donc c'était vraiment pour répondre à ça. Et effectivement, si vous connaissez le format Fear Factor, on a vraiment rebondi là-dessus au début, parce que c'est une émission de télé-réalité où les gens combattent leur peur, donc ils sont vraiment venus nous chercher là-dessus, en fait. Une dernière question. Ah. Je réponds au début. Aujourd'hui, on a à peu près... Alors, on a différents modèles pour travailler avec eux. Aujourd'hui, en termes de chaîne, on a le fer de lance, ça va être le Whoop. La chaîne la plus puissante aujourd'hui, c'est le Whoop. Un collectif d'humoristes, ils sont 7, portés par notamment Mister V et Hugo Tout Seul, qui sont 2 youtubeurs qui cartonnent aujourd'hui aussi en solo. On a les French Ball, on a Kikon, qui est la chaîne qui a été lancée par Kev Adams, qui est aussi dans le giron Endemol Beyond. On a également une chaîne qui s'appelle La Débande, qu'on a récupérée il n'y a pas très longtemps. J'en oublie une, Inernet. Inernet et It's Big. Et It's Big, qui est la première à être créée, portée par Willax. Pour parler du modèle, on est... Alors les modèles économiques, il y en a tous les modèles en fait. C'est-à-dire qu'on a des talents avec lesquels on est en coproduction. C'est-à-dire que nous on apporte des moyens de production et puis on va dire qu'il y a un apport industriel de par notre capacité à les aider dans du marketing, dans leur proposer des formats, leur proposer de travailler aussi avec des gens avec qui ils n'auraient pas forcément accès directement. Et eux apportent leur talent. Et on est vraiment en partage, en coprod, c'est-à-dire qu'ils ont la copropriété de leur format, enfin on partage tout. Il y a un modèle où on est entièrement propriétaire, c'est-à-dire que là on salarie les talents comme tous les producteurs, on salarie des auteurs, on salarie des comédiens, etc. Et puis il y a un troisième modèle qui est un modèle que... nous, on appelle managed, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont pris l'initiative, avant même qu'on parte ensemble, de monter leur chaîne ou en tout cas de se lancer à fond propre dans de la production de vidéos. Et là, pour le coup, on les aide en leur apportant, on va dire, un minimum garanti, ce qui leur permet de continuer à financer en fonds propres leurs vidéos. Et on les accompagne. Et pour le coup, là, on n'est plus du tout dans du 50-50 ou autre, comme on pourrait être dans une coprod. Mais on est vraiment pour en administration de chaîne, en accompagnant, quoi, en soutien. Ça sont les 3 modèles dominants. On a répondu à la question. Ah, complètement. Aujourd'hui, on va dire qu'on a 2 gros concurrents sur le marché qui sont Studio Bagel et Golden Moustache, vous pourrez citer. Et effectivement, nous, on travaille main dans la main avec les annonceurs en direct, avec les agences, quelles qu'elles soient. Et comme on le disait tout à l'heure, on est présent depuis 1 an vraiment sur le marché, mais on est au début de l'histoire. En tout cas, on construit l'histoire, donc ouais, en direct. Merci.
Alors, j'avais peut-être une ou deux petites questions pour vous, je crois qu'on a un peu de temps. Super, fais ton bureau. Non, on va pas faire, vous inquiétez pas, on va être quand même cool. Alors moi j'ai une petite question qui m'intéresse, c'est justement comme vous êtes dans un groupe de production, donc c'est assez intéressant de voir le rapport entre les équipes dédiées classiquement aux productions de télé et tout ce qui se passe sur le digital. Je voulais avoir votre point de vue là-dessus, parce que bon, j'ai bossé par le passé chez Éléphant, et je sais que voilà, c'est un peu deux cultures qui se rencontrent, la culture de la télé et la culture du web. Donc, je voulais comment on vit ça aussi en interne dans une société? Alors, comment dire, nous on a la chance quand même chez Endemol, enfin j'ai pas de, mais c'est vrai, on a une société de production audiovisuelle qui a été très très vite sensibilisée à la digitalisation, ce qu'on met dans la digitalisation aujourd'hui, même si à l'époque, au tout début, ça s'appelait pas comme ça. Mais c'est une société de production qui très vite a intégré de l'interactivité dans ses programmes, pour revenir sur les lofts, les Star Academy, etc. Donc ouvrir des canaux d'interactivité avec l'audience, ça fait partie de l'ADN, si j'ose dire, d'Endemol. On est une société où très vite aussi on a travaillé sur le spin-off digital. Les plus vieux d'entre nous se souviennent de, là encore, Love Story, Star Academy, avec des chaînes 22-24, c'est-à-dire la production de produits audiovisuels de qualité broadcast dédiés à autre chose qu'une émission de télé. Donc il y a une sensibilité quand même qui est là, qui est très encore. Après, il n'empêche qu'il y a des métiers, il n'empêche que surtout il y a une hiérarchie, si j'ose dire, dans la structure économique de l'entreprise, et l'activité dédiée à la télévision, pour l'heure, même si tout le monde au plus haut de chez nous, c'est-à-dire jusqu'à notre président Nicolas Copperman, tout le monde est convaincu que le digital est globalement l'avenir des métiers de l'audiovisuel. Mais c'est l'avenir, et le présent pour l'heure c'est toujours la télévision. Il n'empêche que voilà, une fois qu'on a assimilé cette hiérarchie économique, qu'on a assimilé l'historique, après on travaille plutôt bien, c'est-à-dire nous on se met dans des postures de mise au service des équipes de télévision quand il s'agit de travailler sur des déclinaisons digitales de programmes antennes. Et à l'inverse, on a très 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 facilement, pour ce qui s'agit des productions purement digitales, du soutien, que ce soit du soutien des équipes de Créadev TV, du soutien de la direction d'exploitation, de la direction technique, le légal qui est le même service, que ce soit pour le digital ou pour la télé, etc., etc. Donc tout ça pour dire qu'on travaille bien. C'est vrai qu'on est encore deux mondes encore un peu séparés, mais probablement un peu plus imbriqués que dans toute autre société de production audiovisuelle aujourd'hui. Et alors, quid des droits finalement? Parce que ça aussi, c'est un sujet sur les programmes d'émissions, etc. Comment ces gens-là réagissent quand on dit, bon, bah voilà, on a une émission qui marche très fort, on veut créer des petits contenus un peu alternatifs ou des petits making-of? Est-ce que les chaînes jouent le jeu, ou les diffuseurs, pour finalement vous donner accès aux programmes qui eux-mêmes font de l'audience? Alors, les chaînes font plus que jouer le jeu, c'est-à-dire qu'on développe tout ce qui va être spin-off, c'est-à-dire tout ce qui est contenu additionnel. Il y a plusieurs catégories de contenu additionnel, pour faire très, très simple. Soit ce sont des choses qui sont tournées à la faveur du tournage de l'émission et qui ne sont pas toutes montrées à l'antenne, et où derrière on peut les exploiter en digital. Mais il y a une couche un peu plus mature, si j'ose dire, qui consiste à produire du contenu ad hoc pour le digital sous l'ombrelle de la marque TV, mais qui n'aurait pas été produit s'il n'avait pas cette existence digitale. Et ça, pour le coup, on travaille vraiment main dans la main avec les diffuseurs, dans le sens où c'est bien évidemment un relais de croissance pour l'antenne qui diffuse nos programmes, tant en termes de captation d'audience sur ces supports digitaux. Je pense à des gens comme M6 ou TF1 qui ont des véritables très grosses plateformes digitales. Donc, créer ces contenus additionnels, c'est un relais de croissance de trafic pour eux. Et puis, c'est aussi une occurrence, une opportunité de prise de parole pour la régie, où là, pour le coup, la régie du diffuseur travaille avec notre direction commerciale, et ensemble, on conçoit des programmes qui vont s'adosser au programme antenne et pouvoir répondre. C'est ce qui permet également, voilà, en termes plus
côté régie et côté annonceur, de travailler sur de vraies opérations spéciales, au vrai sens du terme, c'est-à-dire on n'est pas seulement le parrain d'un programme, mais c'est grâce aussi au contenu qu'on produit en plus ad hoc sur les plateformes, sur le second écran, sur toutes ces façons-là qui permettent derrière de raconter la vraie histoire et de faire de vrais OP cross-média pour la régie et pour les marques. Et ça veut dire donc qu'il faut une bonne collaboration entre l'éditorial des chaînes et les annonceurs, ce qui est toujours un sujet, parce que finalement, ça serait aux diffuseurs de mettre un peu plus en termes de financement. Alors, comment ça se joue cette partie? Là, il y a deux modèles. Il y a soit, là encore, on travaille avec tous les modèles, c'est-à-dire que soit l'annonceur achète du contenu additionnel et se charge de le monétiser, soit on part ensemble sur de l'OPSP. Et auquel cas, il y a des coûts de prod, il y a des coûts de médias, tout est mis sur la table et on est en relation transparente avec le client. Ok, super. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à ajouter ou un... À part merci pour moi. Ouais, merci de votre attention. Merci beaucoup.